Bonsoir et bienvenue dans Rubrique en Braque, votre passe culturel. Je suis Abdessalam Boujedraoui. Je suis désolé de faire une entorse au programme habituel puisque normalement aujourd'hui ce devait être la seconde vidéo sur la réforme luthérienne au XVIe siècle. Mais le sujet du choc culturel et du choc des civilisations m'a semblé tellement important que je me suis permis de vous le présenter. Je voudrais aussi porter à votre connaissance que je viens de lancer une série de livres pas très longs qui s'appelle L'essentiel pour les flemmards, qui reprend tout ce que je dis d'une façon générale dans mes vidéos. Il y a déjà en vente deux numéros. Le premier numéro est consacré à l'église anglicane. Le second, déjà en ligne, est consacré à la cancel et surtout également à la contre-cancel culture. Ce fascicule s'appelle donc Cancel et contre-cancel culture, une méchanceté bienheureuse, point. Après, ce sera autour d'un fascicule sur la sagesse et la pensée de ce grand homme, Lao Tzu, avec son immense livre Tao Te Ching, le livre des vertus et de la voie. Pourquoi il y a un choc des civilisations? S'il y a un choc des civilisations, c'est avant tout et surtout du fait des inepties de certains intellectuels français ou non. Intellectuels, journalistes et également philosophes. Vous savez, l'histoire du choc des civilisations, et quand on prononce ce mot, on pense essentiellement à la civilisation arabo-musulmane. Il y a déjà pratiquement plus de 20 ans que ce sujet-là a été mis sur la table. Moi, je me pose des questions si le gars qui a écrit ce livre, s'il n'a pas tiré ses références sur le New York Times ou bien sur Reader, sur sélection du Reader Digest, tellement c'est un digeste. Je me demande parfois pourquoi des gens écrivent de telles insanités. Et récemment, il y a un jeune, il n'est plus jeune, disons un journaliste très impétueux qui se présente à la présidence de la France, qui aussi remet ça sur le tapis en disant cette France qui ne veut pas mourir, comme si la France pouvait mourir à cause d'un petit phénomène insignifiant, même s'il est sonore, de banlieue. La France n'a jamais été mise à terre par la Première Guerre mondiale, ni par la Seconde Guerre mondiale, ni par la guerre des tranchées, ni par les bombardements nazis, ni par rien. Voilà que subitement, quelques personnes des banlieues vont faire mourir à petit feu cette France. Ça, c'est n'importe quoi. Je crois que cet homme-là doit certainement, je ne voudrais pas m'avancer, je ne veux pas devenir comme lui. Je pense qu'il doit trouver ses références, lui, pas dans le Reader, dans la sélection du Reader, parce que ça, c'est fini, cet homme-là, mais probablement beaucoup plus dans les tweets des réseaux sociaux. Moi, je crois qu'on devrait, si j'étais un homme politique, je proposerais, comme c'est déjà le cas dans certains pays, pour des chefs d'État, on leur fait passer un test médical. Moi, je propose que pour beaucoup de journalistes, on devrait leur proposer, avant qu'ils ne commencent à écrire et à parler, de passer un test de coefficient intellectuel et un test psychologique pour voir qu'est-ce qui ne va pas, parce que tout ce qu'ils racontent, tout ce qu'ils disent, ce ne sont que les reflets de leur propre angoisse, de leur propre détresse. Il y a des psychologues, il y a des psychiatres pour ça. Mais
je crois que ces personnes qui avancent ce genre de stupidité sont atteintes d'au moins deux maladies. Alors, la première maladie, c'est le syndrome de Jeha. Alors, désolé. Alors, Jeha, vous voyez, à son évocation, ça me fait rire. Jeha, c'est un personnage mythique de la culture arabe déjà ancienne, de la culture arabe ancienne. C'est un homme qui tient entre le fou, le sage, le personnage malicieux, le personnage bon, le personnage méchant, le personnage qui a beaucoup d'honnêteté, etc. C'est vraiment un amalgame de contradictions. Alors, il y a plusieurs façons de le prononcer. Jeha avec J-E-H-A, c'est pour les francophones. Si vous allez en Égypte, ils vont le prononcer Gouha. Ou bien dans d'autres pays qui ont plus la maîtrise de l'arabe classique, ce sera Jeha au Maroc, puisqu'il s'agit beaucoup de mon pays, le Maroc. Je suis franco-marocain, mon premier pays, la France étant mon autre pays. Je ne veux pas commencer à faire de distinction. Donc, il sera donc question au Maroc où il est prononcé en tant que Jha. Il y a une sorte de contraction. Et parmi les anecdotes que l'on rapporte sur lui, il y en a une qui est très connue, qui est au Maroc, je crois un peu partout dans le monde arabo-musulman, qui s'appelle le clou de Jha. Masmar Jha pour les arabophones. Ça veut dire quoi ça? C'est juste pour vous montrer ce que c'est que le personnage. Après, je vous dis l'anecdote qui est en rapport avec nos deux messieurs. Alors, Jha possédait une très belle maison. Il la vend à bas prix à un homme. Cupide, mais il met une condition. Quelle est cette condition? C'est que de toute cette maison, il ne voudrait garder qu'un clou, complètement pourri, un très vieux clou, qui est dans un mur. Et il dit au propriétaire, vous savez, la maison est à vous, mais ce clou reste à moi. L'homme cupide accepte et ainsi la maison devient la sienne. Mais après quelques temps, voici, disons quelques semaines, comme ça pour parler, notre Jha qui frappe à la porte de l'homme et il rentre, il s'installe dans le salon, il accroche son burnous dans ce clou parce que ce clou lui appartient, il est libre d'en faire ce qu'il veut et même de s'allonger pour contempler son burnous. Cette anecdote est rentrée dans les mœurs marocaines à tel point qu'elle devient une sorte d'enseignement pour demander aux gens, faites attention, ce que ce monsieur-là vous propose, c'est un marché de dupes. D'ailleurs, c'est l'expression, je crois, française qui pourrait éventuellement correspondre. C'est un marché de dupes et vous allez vous faire avoir. Donc, vous connaissez ce que c'est que le personnage. Maintenant, l'anecdote qui nous intéresse. Jha, Gouha était là devant une maison dont il sait parfaitement qu'elle est complètement vide, il n'y a personne à l'intérieur, il laisse la porte ouverte et il se pointe devant cette porte. Alors que se passe-t-il? Il y a les curieux. Au Maroc, nous sommes un peu curieux. Donc, les curieux qui disent « Jha, qu'est-ce que tu regardes ?» Et Jha qui leur dit « Je regarde cette maison parce qu'à l'intérieur, il y a une fête et il y a de la nourriture pour tout le monde. » Alors, le curieux rentre dans la maison, mais il ne sort pas. Après, deuxième curieux, même scène. Il rentre, ne sort pas. Troisième, quatrième, disons, dixième. Après, Jha est pris d'un doute. Il dit « Mais... et si c'était une vraie fête ?» Et il rentre dans la fête. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Qu'on finit par créer un mensonge tellement gros, tellement stupide, mais surtout on finit par y croire comme si c'était vrai. Et c'est ce qui se passe avec ce qu'on appelle le choc des cultures. Il n'y a pas de choc de culture, il n'y a pas de choc de civilisation. Tout cela est créé de toutes pièces par des esprits dont j'ai dit déjà où ils cherchaient leurs références et ils font croire à tout le monde que cela existe parce qu'eux-mêmes finissent par croire à leur mensonge. Ils oublient même que ce sont eux qui les ont créés, ils finissent par croire à ce qu'ils ont créé. Voilà la triste réalité. J'ai dit qu'ils étaient atteints de deux syndromes, de deux maladies. La deuxième maladie, c'est la maladie de Cassandre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, que Cassandre? Je crois que beaucoup connaissent ce personnage mythique de la mythologie. C'est une femme qui a existé lors de la guerre de Troie et qui avait ce don.
le don de prévoir l'avenir, de savoir ce qui va se passer, les catastrophes qui auront lieu. Mais elle est condamnée à ce que personne ne la croie ainsi. Elle a dit aux Troyens, ne faites pas entrer ce cheval de Troie, ne le faites pas entrer. Et eux, ils vont le faire entrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une maladie chez certains intellectuels qui consiste à croire qu'ils portent la vérité, qu'ils vont sauver la France, qu'ils vont sauver cette France qui est à genoux, qui est en train de mourir, qui est en train de mourir, si vous voulez. Et personne ne va le croire, alors ils s'en prennent aux autres, qui sont des gens, des bénis, des insoumis, des résignés. À aucun moment, ces gens-là ne se remettent en question et qu'ils sortent de ce genre de psychose chronique qui est en train de les miner et de vivre une vie plus heureuse. Voilà, je vous ai présenté peut-être un peu de véhémence, mais vous savez, quelle que soit ma véhémence et ma fougue, cela n'a rien à côté du mal que ces gens-là feront. Maintenant, examinons le mot. Qu'est-ce que c'est qu'une civilisation? Il n'y a pas de plus difficile que de définir une civilisation. Aussi, je vous propose d'en prendre connaissance par une inhibition, par le creux. On peut dire donc que Rome, l'ancien Rome, était une civilisation. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé un système à part, avec sa logique, avec ses philosophes, avec des innovations. Nous connaissons parfaitement les grands auteurs, les grands stoïciens de la civilisation romaine. On peut dire que c'est une civilisation maintenant qu'on a le recul parce que non seulement elle a créé des choses pour elle, mais des choses pour l'humanité. Cela a influencé non seulement l'Europe, mais également beaucoup de pays, même arabo-musulmans. Quand on parle par exemple d'une civilisation, civilisation chinoise, on peut dire qu'il y a eu une civilisation chinoise. Il y a de même, il y a eu par le passé, et ça, il n'y a pas actuellement de civilisation française. Par le passé, il y a eu une civilisation française qui était ce qu'on appelle l'ancien régime. Cette civilisation est morte à un instant précis, comme une foudre. Je peux vous dire que la civilisation française a été mise à genoux, mais réellement morte au moment où le couperet est tombé sur la tête de Louis XVI. Là, la civilisation française était finie. Ce qui va venir après, ce sera une succession de politiques, de régimes, mais ce ne sera jamais une vraie civilisation. Et ce n'est pas seulement vrai pour la France. Est-ce que la Russie actuelle donc, est-ce que c'est une civilisation? La réponse est non. C'est un régime communiste qui a donné un autre régime, disons hybride, etc. Mais la civilisation russe, elle était ancienne, c'était la civilisation des tsars, et etc., etc., etc. C'est pour vous dire que la civilisation, la notion de civilisation est quelque chose de complexe. Alors, quand ces gens-là parlent de civilisation française, d'abord, ils commettent une erreur qui est un peu désagréable, qui est inconvenante. Ils comparent un pays, un unique pays, la France, à toute une civilisation arabo-musulmane. Vous savez, pendant longtemps, j'ai cru que nous, arabo-musulmans, nous n'avions pas de civilisation. Je me suis complètement planté. C'est rare que cela m'arrive. Parce que, à cause de ces gens-là, de Rousseau et de Voltaire, que j'ai cru que les arabo-musulmans n'avaient pas de civilisation, alors que c'est une civilisation probablement la plus prodigieuse, parce qu'elle diffère dans sa pensée et dans sa philosophie de ce que ont apporté les philosophes actuels. Probablement se rapproche-t-elle plus de la philosophie et de la pensée des stoïciens ou d'autres, ou de la civilisation grecque, probablement. Ça reste à étudier. C'est vraiment mon chantier pour le futur. Donc j'ai encore du pain sur la planche. Donc déjà, comparer
une civilisation d'un pays qui, je dis, n'a plus de civilisation depuis la Révolution française. Je suis désolé, je le dis, je l'assume, et que quelqu'un me dise le contraire. Mais la civilisation de l'Ancien Régime, mais alors, mais quelle civilisation! Moi, je suis amoureux de cette civilisation. Je suis un royaliste dans l'âme. Il y a eu dans cette civilisation des rois en dehors de Louis XIV que tout le monde connaît. Il y a eu Louis XIII, très jeune, il s'est montré un très grand homme. À côté de lui, celui que tous les Français dénigrent. Et Louis XV, qui était un homme pacifique. C'est vrai qu'il a mal fini à la fin, mais je peux vous dire que c'est un sacré bonhomme. Et je crois que j'aurai l'occasion d'en parler, même si je ne suis pas a priori le mieux placé pour le faire. Donc voilà une première chose qui n'est pas normale. Et surtout, quand ils parlent actuellement, ces hommes-là, ces politiques, quand ils parlent de civilisation musulmane, elle n'existe plus. Et ce depuis beaucoup de lustres. Il y a des pays arabo-musulmans qui sont différents les uns des autres. Et je peux vous dire qu'il y a une énorme différence entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, qui sont pourtant voisins. Alors comment voulez-vous que ces pays-là, qui ne sont même pas les mêmes, puissent entrer en choc avec la civilisation française? C'est absurde. Je crois que là, nous rentrons dans les délires. Et surtout, je voudrais rappeler une chose. Lorsque les Arabo-musulmans constituaient une civilisation, il y a très longtemps, ils ont occupé l'Andalousie pendant 7 siècles. Et lorsqu'ils sont partis parce que chassés, ils n'avaient pas du tout influencé les chrétiens qui sont restés chrétiens. Et ils ont même participé à l'épanouissement de cette civilisation, puisqu'on sait qu'après leur départ, il y avait une Espagne florissante. Et ce sont les rois des catholiques qui vont instituer ce qu'on appelle l'Inquisition, ceux qui vont instituer l'intolérance. Donc, quand on parle de choc des civilisations, moi, ça me fait rigoler, mais ça devrait plutôt faire pleurer. Et ceux qui m'écoutent, ceux qui partent dans un pays comme le Maroc, savent très bien, ou qui vivent, pardon, surtout qui y vivent, à aucun moment on ne fait de pression sur eux pour qu'ils deviennent musulmans ou qu'ils deviennent marocains. On les laisse agir à leur façon et il y a bien sûr certaines règles à respecter. Ça, c'est valable pour tout le monde. Surtout, je voudrais juste rappeler aussi un fait historique. Après la fin du protectorat au Maroc, une grande partie des intellectuels dont je faisais partie, moi c'est un peu après, nous avions tous une culture française, nous ne parlions pas l'arabe, nous ne parlions que le français. Nous n'écoutions que les chansons françaises. Nous étions envahis par la culture française et anglaise aussi, les Beatles, Rolling Stones. Et pourtant, nous n'avons jamais changé, nous n'avons jamais cessé d'être ce que nous sommes, profondément ce que nous sommes, c'est-à-dire notre culture marocaine. Cela est tellement vrai, cette culture marocaine, qui ne change pas, que les Juifs marocains, dont je salue l'extrême honnêteté, l'extrême courage et l'extrême élégance. Lorsque les Juifs marocains sont partis en Israël, ils ont gardé leur tradition, à tel point qu'on les appelle les Marocains. On ne les appelle pas les Israéliens, ce sont des Marocains. Ça veut dire que vous pouvez parler toutes les langues que vous voudriez, adopter toutes les coutumes que vous voudriez, mais vous restez le même. Ça, je parle des gens qui sont forts. Pas des civilisations, il suffit juste d'une pitchinette pour qu'ils tombent. Ça, j'en parle pas de cela, bien évidemment. Donc, choc des civilisations, ou ça, c'est quelque chose qu'on attribue aux Arabo-musulmans. Je viens de vous démontrer, ou du moins pour ceux qui sont prêts à accepter une démonstration, que tout cela, c'est des billevesées. Mais, qui dit choc des civilisations, emploie le mot choc. Le mot choc n'est pas un mot simple. C'est un mot qui est porteur d'une très grande signification. Il est porteur
de confrontation, peut-être armée, peut-être que les gens se détestent. Et en utilisant à tort et à travers ce mot, ça veut dire quoi? Là, je suis désolé, je reviens toujours sur ce mot choc. Ça veut dire qu'il y a une boule. Quand une boule est lancée contre une autre boule, ils ont dans une choc. Et les deux reculent. Voilà, le mot est très fort. Pourquoi utiliser un mot très fort et ne pas essayer d'aller vers les gens et d'utiliser comme c'était le cas en Andalousie, lorsque les Arabes étaient en Andalousie, plus exactement, le mot symbiose et vivre ensemble, c'est propre à certains intellectuels. Non, là, les gens, ils sont pris d'amnésie, ils sont pris de scotum et ils ne savent plus ce que ça veut dire que le dialogue et la cohésion, ils l'oublient. Alors moi, je voudrais pas dire qu'il y a d'un côté les bons, de l'autre côté les méchants. Je crois que l'effort doit être fait de la part de tout le monde, mais je voudrais juste signaler une chose, c'est que dans les années 80, beaucoup de Marocaines, beaucoup d'Algériennes, beaucoup de Tunisiennes ont fait un effort énorme pour s'intégrer dans la société française et se sont habillées à la française. Ces pauvres femmes se sont teintes les cheveux, ou teintes les cheveux, je ne sais pas, pour essayer de paraître comme des Françaises. Et en réponse, ça a été le mépris, on les tutoyait, on arrivait à penser, on arrivait à imaginer les femmes maghrébines que comme femmes d'épicier, ou bien comme femmes de ménage, ou bien comme bonnes de maison, tout court au point. Et ça a continué avec les enfants qu'on a marginalisés. On ne leur a pas montré les vraies filières, et surtout avec cette aberration, à un certain moment, ça remonte déjà aux années 80. Il n'y avait pas de vague islamiste, le problème ne se posait pas. À ce moment-là, il fallait que tout ce qui s'appelait Kader ou comme moi, Abdesalam, présente un CV anonyme, parce qu'au cas où il y avait une certaine notation, le mot est arabe, c'était à la poubelle, au rebut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une grande part, une grande responsabilité morale qui est assez ancienne de la part de certains. Voyez-vous, on crée un fait, on oublie qu'on l'a créé, et après on reproche aux gens de réagir à ce fait. Ce choc de la civilisation, moi je l'ai entendu depuis déjà maintenant, ça fait beaucoup de temps, ça approche de la quarantaine. C'est un politicien de l'époque qui est très vieux maintenant. Moi je donnerai aucun renseignement pour que vous ne puissiez pas savoir qui c'est. Il disait que la France allait à la libanisation. 40 ans après, ce n'est pas le Liban. Et surtout, il y a une donnée qui s'impose à nous. Quand on voudrait dire qu'il y a les Arabes qui sont mauvais d'un côté et qu'il y a les chrétiens qui sont bons dans ce conflit du Liban, il y a la tragédie, les massacres, les assassinats de Sabra et Shatila. Je crois que là, je n'en dirai pas plus. 40 ans après les prédictions d'un Nostradamus politicien, cela ne s'est pas ça ne s'est pas réalisé. Des fois, je me lance dans des mots que je n'aurais pas prononcés. Bien sûr, il y a le phénomène de banlieue, mais le phénomène de banlieue, il existe partout. Il a toujours existé en France. Antérieurement, c'était la fameuse cité des miracles. Et dans d'autres pays où il y a une forte présence arabo-maghrébine et musulmane, il n'y a pas de phénomène de banlieue, ou lorsqu'il existe, il est dû à d'autres communautés. Donc lier ce phénomène de banlieue juste à la nature et à l'origine d'êtres humains, ça n'a pas de sens. Il faut, dans un élan, comment dire cela, de sagesse, aller à la rencontre de ces jeunes et de leur dire qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas, au lieu de sortir des lois, des lois et lois et des lois à ne plus en finir. Vous savez, je veux dire, les humains, vous savez, là je suis en train de vous préparer un livre sur Lao Tzu, et je peux vous dire qu'il y a une très grande sagesse chez cet homme. Il dit que les gens, lorsqu'ils font preuve de modestie et d'humilité, ils finissent par gagner tout le reste. La France, je suis désolé, quand je dis la France, je retire ce que j'ai dit, je veux dire certains intellectuels français, lorsqu'ils avancent cette hypothèse, cette
ineptie du choc des civilisations devrait faire preuve d'un peu d'humilité et d'aller, comme ils le font pour les autres communautés, d'aller à la rencontre des jeunes. Au contraire, ils vont très loin dans un endroit où il y a un conflit avec un pays chrétien et avec un pays soi-disant musulman. Je peux vous assurer que la majorité des arabo-musulmans et des musulmans, des arabes, on fait toutes les variations que l'on voudrait, ignorent jusqu'à la présence de ce conflit, jusqu'à la présence de ce pays qui est jugé hostile. Ils ne savent même pas qu'il est musulman. Alors ils créent un problème là où il n'y en a pas. Au lieu de faire des visites à plusieurs milliers ou centaines de kilomètres, ils feront mieux d'aller quelque part, de rencontrer les jeunes des banlieues, de leur dire qu'est-ce qu'ils ne veulent pas et d'écouter ce qu'ils ont à dire. Nous y gagnerons tous. Et je peux vous dire que dans une ville comme Casablanca, qui était une très grande cité, il y a bien évidemment des problèmes de banlieue. Mais nous sommes loin à ce qui se passe à Paris. Je vous laisse méditer sur ce que je viens de vous proposer, de vous exposer. Alors, qu'est-ce qu'il y a en vérité? Ce qu'il y a en vérité, c'est que dans un monde qui change, qui, à mon avis, c'est mon avis dans la mesure où on peut encore avoir un avis, il y a une certaine perversion. D'ailleurs, si vous écoutez les articles des prêtres catholiques, du pape, de l'Église, ils disent la même chose. On ne peut pas rejeter par laïcité la parole des prêtres. Ce sont les fondements, ce sont l'âme profonde de la France. Ce n'est pas l'âme profonde de la France, ce n'est pas l'image que nous donnent ces intellectuels du français moyen avec un béret, un litron de rouge et comment dirais-je, la baguette sous les aisselles. Ça, ce n'est pas le français. Le français, la vraie France profonde, c'était la France des ancêtres, de nos ancêtres, et je suis fier de le dire. Je ne peux pas, en tant que Français, ne prendre que les bonnes choses et rejeter les autres choses. Et il y a quelque chose qui m'émeut, moi, profondément, quand je vois les vieilles images de l'après-guerre, de l'après-seconde guerre. Je vois ce qu'on appelle des femmes mulets. Il n'y a aucun sens péjoratif dans ce que je dis. Ce sont des femmes d'un certain âge, habillées de noir, qui traînent des chariots comme des mulets. C'est pour ça que je les appelle les femmes mulets. Où il y a des fagots, où il y a dans des charrettes, il y a des fagots, dans d'autres il y a ceux qui restent de leurs meubles, tout cela pour sauver cela et aller dans les ruines qui restent des bombardements pour essayer de recommencer une autre vie. Vous savez, la France, et je le dis à ces gens-là qui parlent de choc, de civilisation, est toujours tombée à genoux. Elle est toujours morte, elle a toujours su se relever. Là, j'exagère un peu, elle n'est jamais morte, elle n'est jamais tombée à genoux, elle a souffert. Et ceux qui veulent pratiquer la cancel culture à l'égard de la France, je vous fais remarquer que ce n'est jamais les arabo-maghrébins, ce n'est jamais eux. Alors quand on parle de choc de civilisation, on devrait au moins prendre certains éléments en considération. Alors voyez-vous, les gens qui nous proposent ce genre de propos devraient avoir la décence de respecter ces gens-là. Ça, c'est les vraies Françaises. Ce n'est jamais cette image du béret, du litron et de la baguette. Ça, c'est une offense. Ce sont des gens qui ne connaissent pas la civilisation arabe-musulmane et qui ne connaissent pas leur vraie civilisation. Et je n'ai que du mépris pour ces gens-là et je le dis haut et fort. Vous savez, je pourrais être entraîné par mon élan et parler pendant des heures, mais tout ce que j'aurai à vous dire, ce sera dans le fascicule, un petit livre, peut-être d'une soixantaine, d'une centaine de pages que je mettrai à un prix très modique, hein, c'est pas ça ce qui va m'enrichir, très modique, parce que là j'aurai le temps de tout préparer, parce que cette vidéo-là, je ne l'ai pas préparée du tout. Tout ce que je vous dis est spontané, comme si c'était du direct. Tout cela pour vous dire que finalement, le choc des civilisations qui concernent les pays des musulmans
les pays de l'islam arabo-maghrébins, ce sont des choses sordides, créées de toutes pièces. Mais finalement, à force de les créer, à un certain moment, comme pour le phénomène des banlieues, il n'y aura pas de guerre. Hein, les arabo-musulmans ne feront pas de guerre. Ils vont finir par avoir une défiance. D'ailleurs, ils se posent des questions, ils se disent, qu'est-ce qu'on leur a fait à ces gens-là pour qu'ils commencent à nous dénigrer chaque jour? Ça devient du quotidien, ça devient maladif. Les maladies dont j'ai parlé au début et ce fameux test de psychologie qu'il faudrait passer à certains. Mais s'il n'y a pas réellement de choc avec la civilisation arabo-musulmane, je voudrais quand même dire qu'il y a malgré tout un choc. Il est beaucoup plus important. Il est beaucoup plus subtil, tandis que ces intellectuels sont en train de nous entraîner vers une direction. Ce choc-là se fait de plus en plus important et de plus en plus rotor et peut-être de plus en plus dangereux. C'est le choc économique et il a lieu entre les différents pays de l'Europe, entre la France et l'Allemagne, entre la France et l'Angleterre. Et la façon dont s'est fait le Brexit, moi je dis chapeau bas à Johnson et aux Anglais et à tous les politiciens anglais. Ils ont fait croire aux Français que si ils allaient au Brexit, si l'Angleterre devenait se séparer de l'Europe, elle allait rentrer dans des crises. Alors là, chapeau bas, c'était tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire qui se passe. Moi, je dis encore une fois, mais alors là, chapeau bas, Boris. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Je dis Boris Johnson, si ce n'est pas ça, vous me corrigerez. Leur Premier ministre. Hein. Donc je dis chapeau bas parce que là, c'est vraiment un jeu de maître. Pourquoi? Parce que ces intellectuels le veulent ou non. Le passé entre l'Allemagne et la France, entre les pays européens, est un passé de guerre, de haine, un passé meurtrier. Et ça ne nous oublie jamais. Lorsque le président français commémore soit l'armistice, soit la défaite nazie, il a toujours, malgré lui, un ton de condescendance envers les Allemands. Jamais cela ne passera. Mais alors jamais. Et surtout, cette belle Europe que l'on voudrait construire, je suis désolé, mais à la première épidémie, c'est fini la fraternité, tout le monde ferme ses fenêtres et tout le monde devient l'ennemi de tout le monde. Ça veut dire qu'il y a les rancœurs. Elles sont toujours là. Au lieu d'essayer d'amoindrir ces rancœurs, au lieu que les gens vont vers les gens, au lieu de construire l'Europe de la fraternité, où l'allemand et le français, ça sera la même chose. Ben non, on a construit une autre Europe, et une autre Europe qui est l'Europe des chocs des civilisations. J'ai parlé de l'Allemagne et de l'Angleterre, mais la France avec l'Espagne, c'est la même chose, avec l'Italie, c'est la même chose. Et pour finir, parce que, comme je vous dis, le sujet est long, je pourrais en parler encore sans me retenir, jusqu'à ce que je commence à dire n'importe quoi. Si vous prenez l'exemple d'un Français qui habite Strasbourg, je prends l'exemple de Strasbourg parce que c'est une ville que je connais bien et je salue les Strasbourgeois qui sont réellement des gens très 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 bien. Les derniers probablement... Pardon, excusez-moi. Prendre le dernier irréductible, les derniers habitants d'un petit village que vous connaissez très 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 bien. Lorsque un Strasbourgeois, Paraquel, qui est une ville qui se trouve à une demi-heure, même pas si pour les gens qui savent comment y aller, il part par voiture ou par le tramway, il y a un très bon tramway maintenant qui traverse le Rhin qui était un objet de discorde entre la France et l'Allemagne. Lorsqu'un Français, un Strasbourgeois, je dis Strasbourgeois, est-ce que je devrais faire la différence? Je plaisante, bien évidemment. Lorsqu'un Strasbourgeois se rend à Kehl et se trouve dans une autre civilisation, il se trouve dans un autre pays, parfois légèrement hostile. Alors oui, je ne dis pas que c'est un choc de la civilisation. Et quand ils vont en Espagne, ceux qui l'ont déjà fait, ils savent très bien de quoi je parle. Par contre,
ce même Français, qui est parti à Strasbourg, il lui a fallu que 20 minutes, une demi-heure. En fonction des embouteillages et en fonction de la fermeture des frontières, ça aussi, il faut tenir ça en considération. Lorsqu'ils seront à l'aéroport d'Ensheim, à Strasbourg, là où il y a, semble-t-il, des avions, je plaisante. Oui, qui aime bien châtie bien, comme on dit, c'est parce que j'aime beaucoup cette ville de Strasbourg, qui est une partie de moi-même, que je parle de cette façon de cette ville. Lorsque un Strasbourgeois va jusqu'à Ensheim, où il y a beaucoup d'avions, et qu'il prend un avion pour se rendre à Marrakech, qui est pourtant situé dans un pays supposé être en choc culturel avec la France, en choc de civilisation avec la France, et bien ce Français-là, il se sent chez lui. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus que cela? J'arrête sur cette note optimiste. J'espère que vous serez nombreux à visiter, du moins je m'adresse aux Français, mais aussi aux autres, à visiter le Maroc. Je peux vous garantir que c'est un pays où vous serez toujours, tout le temps, chez vous. Les Marocains sont un peuple pacifique, sont un peuple gentil, sont un peuple probablement le seul pays tolérant au monde. C'est un sujet qui mérite d'être développé. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes. J'espère que vous avez passé la fête de Noël avec la famille. Ne laissez personne vous dire que la famille, c'est ringard. D'ici là, je vous demande de continuer à prendre les précautions contre la Covid. Cette fois-ci, je n'ai pas fait la faute, je n'ai pas dit le Covid. Les féministes auront compris que bon, j'arrête. À bientôt. Promis, ce brave Martin Luther qui était un bon gars, qu'on se le dise. C'est fini.